Alors que c'est du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bassin, c'est ça? Bessin, pardon. Voilà. Et donc, il va nous parler de COP-Bauge, une tentative d'optimalisation thermique et technique de la construction traditionnelle en Bauge. 20 Bonjour à minutes. tous. Donc oui, je vous présente ce projet de recherche dans lequel je suis impliqué avec plusieurs partenaires depuis plus de 2 ans maintenant. Donc qui vise effectivement à se poser la question de l'optimisation de la Bauge. Ça a été abordé par mon prédécesseur sur la question du patrimoine, et donc nous dans une logique de se dire est-ce qu'on peut développer beaucoup plus la construction en Bauge aujourd'hui. On s'est posé la question de sa capacité à respecter les réglementations et permettre une utilisation beaucoup plus ample de cette technique et du matériau terre. Donc la raison de cette optimisation, bon, c'est une technique évidemment éprouvée, le patrimoine, vous le connaissez tous, est évidemment très présent, à la fois sur tout le nord-ouest de la France, Normandie, Bretagne, et puis également dans toute l'Angleterre, et en particulier le sud de l'Angleterre, avec qui nous travaillons sur ce projet. C'est aussi un matériau qui est relativement efficace sur le plan énergétique, même si effectivement les valeurs ne nous permettent pas aujourd'hui de respecter les réglementations. On a ici une petite vue de caméra thermique sur une bâtisse anglaise où vous apercevez que la Bauge a finalement des propriétés assez équivalentes à un bloc agglo isolé dans les années 90. Donc on a des comportements assez similaires et même à la limite plus performants que la maçonnerie traditionnelle en pierre. Des qualités environnementales qui sont assez régulièrement citées en termes de confort hydrique, en termes même sur certaines études assez récentes, on montre que la Terre a la possibilité aussi et probablement de réguler ou de capter les COV, les polluants émis en air intérieur. Et a priori une faible énergie grise. Donc on s'est amusé, là, mes partenaires anglais de l'université de Plymouth ont fait quelques calculs sur des simulations pour pouvoir prouver cela. Donc ici, calcul d'énergie grise sur un mur agglo traditionnel isolé avec un résultat de 2524 mégajoules par mètre carré, alors que sur un mur Bauge isolé avec des enduits à la chaux, on réduit considérablement, quasiment des 2/3 cet équivalent, à 537 mégajoules. Et si on passe même à des enduits terre stabilisés, consommant un peu moins de chaux, on réduit là encore considérablement la donne, et fortiori, si on laisse la Bauge apparente, on peut encore diminuer cette énergie grise sur un mur. Donc plutôt une technique effectivement de ce point de vue-là intéressante, notamment dans la perspective des évolutions des réglementations thermiques auxquelles nous allons être bientôt soumis. Donc tout ça semble a priori effectivement assez excellent et plaider plutôt en faveur d'un développement de la construction en terre globalement. Ces valeurs-là sont évidemment réplicables à d'autres techniques, mais en particulier pour la Bauge qui nous préoccupe plutôt en Normandie et j'imagine également en Bretagne. Mais bon, donc ces résultats plutôt intéressants, a priori, ne nous permettent pas aujourd'hui de respecter les réglementations thermiques. Alors d'une part, en Angleterre, c'est totalement impossible puisqu'ils ont des valeurs limites par élément, par paroi. Pour la France, c'est également une question assez délicate à régler pour l'utiliser en construction neuve. Donc l'idée de ce projet de recherche européen entre France et Angleterre, c'était de se poser cette question-là. Peut-on redévelopper une technique de construction Bauge qui nous permette aujourd'hui d'assurer une efficacité énergétique, d'assurer également un délai de chantier qui soit raisonnable et potentiellement aussi pouvoir en réduire les coûts de manière à la rendre plus abordable par rapport à d'autres techniques de construction. Donc ce projet regroupe actuellement 6 partenaires, l'université de Plymouth qui est le leader du projet, l'association anglaise Ibukai, donc association de professionnels de la construction en terre anglais et irlandais, et également côté anglais qui nous a rejoint récemment un cabinet d'architectes de Norwich Hudson. Et côté français, l'ESITC Caen, école d'ingénieurs
de la construction à Caen, l'université de Caen et le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Donc dans ce projet, je ne rentre pas dans tous les détails de ce qui a été fait, mais plutôt sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui en termes de thermique de la Terre. On s'est attaché à essayer de sélectionner un certain nombre de sols différents, de fibres différentes, pour faire un certain nombre de tests. Donc on est parti sur un a priori d'une sélection de 6 sols variés en France, 6 sols variés en Angleterre. On s'est basé sur une sélection de 6 types de fibres végétales qui étaient communes ou facilement trouvables sur les aires d'études. Et puis, on a cherché à analyser les propriétés individuelles de chacun de ces matériaux avant de travailler sur des formulations et vérifier si nous pouvions atteindre un hypothétique mélange permettant d'assurer à la fois la partie porteuse, une capacité porteuse et une capacité isolante. Donc on savait a priori que c'était difficile, voire impossible, mais on a voulu partir dans cette hypothèse-là. Donc rapidement, ici les courbes granulométriques des terres étudiées, donc vous voyez qu'ils sont assez variables, de terres extrêmement argileuses et contenant peu de gravier ou de sable, à des terres beaucoup plus légères en sable et contenant énormément de gravier et de sable, donc de manière à avoir un panel assez large d'échantillons possibles. On a également testé en laboratoire ces différents sols pour aussi regarder leur activité, l'activité des argiles, donc avec notamment 2 argiles qui, à la fois en France et en Angleterre, avaient une activité assez forte, donc des argiles très, très cohésives, voire éventuellement pour certaines légèrement gonflantes, donc qui nous intéressaient plutôt pour les aspects de régulation hydrique ou d'activation de colle, notamment par rapport aux fibres. Dans les fibres qu'on a cherché à utiliser, donc comme je vous le disais, des fibres assez faciles à trouver dans les aires en question, donc le roseau en tant que déchet provenant de l'entretien des espaces naturels. C'est une problématique qui est extrêmement importante en Normandie et particulièrement en baie de Seine. La paille de chanvre donc brute, avant séparation de la fibre et de la chènevotte. De la paille de blé en tant que référent un peu traditionnel et historique de la Bauge. La paille de lin, là également considérée plutôt comme un déchet de la production linière, notamment en Normandie. Donc l'idée étant d'utiliser le lin non qualitatif et n'entrant pas dans la filière textile. Et puis de dériver de cette culture, l'ana de lin et la chènevotte, là également fortement disponible sur la Bretagne, sur la Normandie ou également en Angleterre. Donc là, ces fibres-là ont été testées sur deux aspects. Leur capacité d'absorption d'eau. L'idée derrière ça étant qu'effectivement une fibre qui capte beaucoup d'eau nécessitera un ajout d'eau supplémentaire pour obtenir une bonne plasticité pour la mise en œuvre de la Bauge. Donc évidemment, si la plante absorbe moins d'eau, donc éventuellement un temps de séchage raccourci. Et puis également en termes de résistance à l'attraction pour évaluer la capacité de ces fibres à entrer à intervenir dans la résistance mécanique de la Bauge. Et on s'aperçoit à ce titre-là que 2 pailles sont assez intéressantes, la paille de lin et le roseau ont donné des résultats assez intéressants à la différence de la paille de blé traditionnelle. Également en termes d'absorption d'eau, on s'est aperçu que la paille de lin avait la propriété de moins absorber l'eau, donc ce qui nous intéressait assez fortement. Pour pouvoir engager ensuite ces travaux d'études en laboratoire, on a commencé par faire une série de blocs tests pour bien travailler en fonction de ces terres-là les questions de plasticité, de viscosité, donc former entre guillemets les laboratoires à partir du savoir-faire des artisans, former à bien évaluer la plasticité dont on a besoin, la viscosité dont on a besoin et commencer aussi à vérifier si des dosages un peu différents en fibres avaient une influence importante sur
sur la résistance en compression ou sur l'isolation thermique. Donc, ce qui nous a permis, ces premières séries de tests un peu faits de manière empirique, mais testés en laboratoire, ça a été de dire finalement ce Graal qu'on imaginait d'un mélange suffisamment dosé en fibres pour être isolant et porteur n'existait pas. Et donc on a réorienté naturellement assez rapidement les intentions des laboratoires sur ce point-là. Donc on est parti sur effectivement des mélanges sur lesquels on peut jouer sur plusieurs paramètres, à la fois donc 12 terres, donc 12 mélanges possibles, plusieurs fibres, des teneurs en eau qui peuvent également varier et des teneurs en fibres qui peuvent varier, d'où la nécessité de se fixer a priori un certain nombre de paramètres et d'établir un plan d'expérimentation. Pour ce qui concerne la bauge porteuse, on est parti sur des teneurs en fibres à 2,5 et à 5%. Sur les teneurs en eau qui ont été, donc là on est parti sur deux types de teneurs en eau, une qui nous permettait d'obtenir un mélange plutôt plastique et une plutôt un mélange visqueux qui ont été définis par un test d'une boule de terre laissée tomber à 1 mètre du sol qui nous donnait un certain périmètre d'écrasement et on a fixé cette base-là comme étant le test permettant de mesurer la plasticité équivalente pour chacune des terres étudiées. On s'est recentré sur 4 terres uniquement pour pas trop déborder, certaines étant a priori trop faibles en teneur en argile pour les études qu'on souhaitait mener. On a estimé que ce n'était pas utile de se concentrer sur ces terres-là pour le moment. Et puis sur les fibres, on les a là pour le coup toutes testées, à l'exception des chènevottes et des anadelins pour la bauge porteuse. Pour ce qui concerne la terre allégée, là on est parti aussi sur 2 teneurs en fibres, 25% et 50% du poids de terre sèche. Là aussi avec un test de liquidité permettant de comparer chacune des terres étudiées avec 3 terres différentes et seulement 2 fibres retenues, la chènevotte et le roseau, a priori les plus intéressantes sur le plan thermique. Donc le plan d'expérimentation, je le passe assez rapidement, mais qui nous permet a priori d'extrapoler les résultats. Donc on n'a pas fait toutes les manipulations, bien sûr, hein, mais ces bases-là, avec des recoupements possibles, nous permettent d'extrapoler à terme sur le comportement d'autres mélanges. Donc même chose pour les terres plutôt allégées. Donc avec préparation des mélanges et mise en œuvre d'un certain nombre d'échantillons pour les tester en laboratoire. Les résultats qu'on a obtenus en termes de résistance mécanique, pardon, ça va un peu trop vite, donc voilà, les résistances sont assez étonnantes et assez variables, avec finalement d'assez bons résultats sur paille de chanvre et paille de lin, où on a réussi à obtenir des résistances à la compression d'1,5 mégapascal, et puis sur d'autres types de terres, à arriver quasiment à 1 mégapascal, quand les pailles de blé, elles, donnent des résultats beaucoup moins intéressants. Donc ce qui est plutôt intéressant comme nouvelle connaissance, je dirais, par rapport à la bauge traditionnelle telle qu'on l'a pratiquée. Les propriétés thermiques donc, ont été évaluées à l'aide de capteurs de flux thermique, hein, et donc on a là également mis en évidence, logiquement, hein, plus les mélanges sont dosés en fibres, plus le mélange est isolant, avec une courbe finalement assez régulière, et donc qui permet là aussi d'évaluer à terme et de mettre en relation à la fois densité et lambda. Bon, rien de forcément bien nouveau de ce point de vue-là. Donc voilà quelques-uns des résultats obtenus avec d'assez bonnes conductivités thermiques sur les fibres, notamment en partie basse, les résultats avec les roseaux et chènevotte, alors qu'en haut on avait fait d'autres tests sur la paille notamment, donc avec des teneurs beaucoup plus faibles. Alors
Ces résultats-là, toutefois, nous permettent pas forcément, là encore, de répondre véritablement aux enjeux. Donc, par rapport aux réglementations anglaises et qui sont relativement proches, si on veut obtenir des performances de ce qu'on cherche à obtenir en France, la valeur de U d'une paroi doit respecter 0,3 watts par mètre carré Kelvin. Donc on a pour cela fait un certain nombre de simulations, de calculs à partir des résultats obtenus, avec donc composition de Bauge ici et d'une terre allégée avec enduit, où on a obtenu ici une résistance totale de 3,78 et donc une valeur de U de 0,26 qui permet là, dans cette composition de parois, de respecter les réglementations actuelles. Donc c'est effectivement un résultat plutôt encourageant, puisque ça respecte cette réglementation. On a fait des simulations ici avec d'autres compositions pour vérifier si effectivement on pouvait espérer obtenir la même performance avec une Bauge beaucoup plus légère, avec une densité réduite à 920. Donc là, par rapport à cette courbe que l'on a obtenue avec les essais précédents, on a estimé la conductivité thermique de cette Bauge à 900 kg, et on s'aperçoit que la résistance totale du mur ne dépasse pas 2,44 et donc finalement une valeur de U seulement de 0,41, donc qui ne permet pas, et qui est quasiment le double de la valeur précédente, hein, qui était de 0,26. Donc ça ne permet pas véritablement d'obtenir cette réponse-là. Donc on voit bien effectivement que l'augmentation, la variation de la teneur en fibre joue un rôle extrêmement important et permet d'obtenir vraiment des augmentations de conductivité thermique assez importantes. Donc ce qui concrètement signifie que plus pardon, j'ai du mal à lire en même temps. L'augmentation de cette teneur en paille pour la Bauge allégée ou la terre allégée, finalement, nous permet véritablement, à quelques variations apparemment faibles, nous permet quand même de franchir des caps assez importants en termes de résistance thermique. D'où l'importance, effectivement, d'aller au plus loin possible de ce que ce dosage en fibre nous permet. Donc je me perds un peu dans le fil de mon propos, pardon. Effectivement, la teneur, si on fait la même opération en jouant très faiblement sur la teneur en fibre de la Bauge, là on joue énormément sur la résistance mécanique. Par contre, sur la résistance thermique, la modification est relativement faible, d'où l'importance effectivement là, de plutôt aller vers un taux de fibre relativement raisonnable et de ne pas chercher absolument à augmenter. Ce n'est pas sur la Bauge en fait que le gain se fait véritablement, c'est plutôt sur la terre allégée que l'on ajoute en complément. Donc effectivement, ces résistances-là nous donnent des résultats plutôt intéressants, et on s'aperçoit qu'une Bauge fait également avec uniquement du roseau avec une très très grosse teneur en fibre nous permet d'obtenir la même résistance thermique, mais par contre on aura un mélange évidemment absolument pas porteur. Donc, ce qui nous permet effectivement de justifier que ce Graal qu'on espérait d'une Bauge permettant de faire à la fois porteur et thermique n'est pas possible, si ce n'est de passer par un mur composite. Donc évidemment, on s'est posé très rapidement cette question de comment réaliser cela. C'est bien gentil, on sait que c'est faisable, on peut faire un mur en Bauge, on peut faire un complément d'isolation thermique rapporté sur ce mur, mais notre logique était de dire il faut qu'on soit aussi dans une logique de production de bâti raisonnable dans les délais. Si on doit attendre à la fois que la Bauge sèche avant de remettre un isolant par-dessus, ça multiplie les délais de chantier, donc on peut passer par une solution plus simple d'un isolant
bâtiments type panneaux de roseau ou panneaux de fibre de bois. Mais nous, l'idée était de pouvoir répondre raisonnablement, dans les délais raisonnables, à la construction de ce type de bâtiments performants. Donc on s'est posé la question de la mise en œuvre de ces deux mélanges en simultané, avec du coup un principe de coffrage et de vérifier comment ce séchage pourra s'effectuer. Les techniques de coffrage, on les connaît tous plus ou moins. Vous connaissez l'expérience de Ghislain ici en Bretagne. Nous-mêmes avons pas mal travaillé sur des coffrages grillagés. Donc on a rapidement réalisé un premier test au cours d'une formation aux grands ateliers de l'IDABO, où on a fait ce premier mur test pour voir un peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui se posait comme problème, est-ce que ça tenait. Ça a plutôt bien marché lors de la mise en œuvre. On a juste constaté effectivement une déformation du bloc réalisé, mais dont on ne savait pas si on devait l'attribuer à un tassement différentiel entre deux matériaux de densité différente, ou si c'était la manipulation de ce bloc encore frais et pas du tout sec qui avait engendré cette déformation. Donc on est passé à une dimension supérieure en réalisant des tests un petit peu plus grands et stables, sans mouvement derrière. Donc on a réalisé ces premiers murs où là les résultats étaient plutôt intéressants. On n'a pas constaté véritablement de déformation. Dans la même logique, on se pose la question d'accélérer le séchage. Est-ce que des cavités, des circulations d'air peuvent permettre d'accélérer le séchage? Pour l'instant, ces essais-là ne sont pas du tout concluants. Ces murs-là ont été équipés de sondes pour vérifier un peu l'évolution de la teneur en eau, et on s'est aperçu qu'il y avait plutôt une évolution constante, régulière, une baisse de la teneur en eau au cœur du mur, alors que les teneurs en humidité de surface, à la fois sur la terre allégée et sur la bauge, étaient très très fluctuantes en fonction des conditions climatiques. D'autres tests également réalisés au cours d'événements pour commencer à aborder aussi la question des détails techniques qui vont se poser lors de l'utilisation de ce procédé. La phase où nous en sommes aujourd'hui, c'est effectivement, on sait que cette combinaison de deux mélanges fonctionne, qu'on arrive à la mettre en œuvre, ça fonctionne sur le plan thermique, ça fonctionne sur le plan réglementaire, ça tient plutôt bien, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à découper les murs pour vérifier s'il n'y avait pas de séparation entre les deux mélanges porteurs et allégés. Ça fonctionne bien, c'est même extrêmement dur de les séparer, il y a vraiment une très forte connexion, le fait de les mettre en œuvre frais sur frais. Donc ce qui maintenant nous pousse à vérifier différentes choses. Est-ce que le coffrage nous permet réellement de gagner du temps sur le chantier, donc de baisser éventuellement les coûts par rapport à une mise en œuvre traditionnelle? Est-ce qu'il y a une organisation spécifique à trouver là aussi pour accélérer la mise en œuvre? Quels outils nous permettent de réduire les tâches un peu fastidieuses, il faut bien le reconnaître. Alors c'est peut-être parce que je commence à me faire vieux, mais le découpage, le parement du mur est assez physiquement dur. Donc est-ce qu'on peut réduire cela, et notamment par les coffrages? Et puis se pose aussi la question de tous les détails constructifs qu'on va devoir mettre en place. Pardon, je passe un peu vite, j'en ai quasiment fini. Donc on en est aujourd'hui avec le prolongement de ce projet. On repart sur quasiment 4 ans d'études maintenant, sur la réalisation de 2 prototypes, un en France et un en Angleterre. Et ensuite, à partir de ces 2 prototypes, construire 2 bâtiments réels, occupés, et qui seront mesurés. Donc un premier bâtiment modeste qu'on construit en Normandie, donc sur lesquels on va imaginer plein de solutions techniques, tester des choses, peut-être même, à la différence de ce qui vous est présenté en image ici, certaines parties ne pas les protéger correctement par un débord de toit important pour voir comment les enduits tiennent sur la terre allégée, etc. Les Anglais vont se poser la question plutôt de la préfabrication, puisqu'ils vont construire dans l'enceinte du campus universitaire de Plymouth, donc un endroit assez confiné. Ils vont se poser aussi la question de la courbe, qui est très très présente dans la bauge et facile dans la bauge. Donc est-ce que le coffrage, ou est-ce qu'on peut concilier coffrage et mise en œuvre traditionnelle sur ces techniques-là, dont des tests seront réalisés là-dessus, sur un bâtiment un petit peu plus important. Et donc nous aujourd'hui nous en sommes au démarrage de ce prototype, avec un chantier qui s'est achevé là, il y a quasiment une semaine.
Donc avec une première levée qui a été réalisée en coffrage, avec un chargement du coup directement par engin mécanique, ce qui nous a permis d'être assez rapide sur la mise en œuvre de la bauge elle-même. Je ne parle pas du temps de mise en œuvre du coffrage, qui nécessite un certain nombre d'ajustements, évidemment, surtout sur un bâtiment de petite dimension comme celui-là. Et puis également des tests qui sont réalisés régulièrement pour vérifier que les mélanges faits de manière artisanale sur chantier donnent bien des résultats similaires à des tests faits avec de la paille coupée au ciseau, mélangée avec un petit malaxeur dans un laboratoire. Donc on va essayer évidemment au cours de ce chantier de vérifier que tout cela fonctionne bien. Et donc vous voyez ici le coffrage décalé pour la mise en place de la terre allégée, donc qui va jouer le rôle d'isolation sur l'extérieur pour bénéficier évidemment de l'inertie thermique de la bauge en intérieur. Voilà, j'en ai terminé, donc vous pouvez retrouver ici les informations sur le site internet. Merci François. Merci de démontrer que le Brexit, en fait, c'est une histoire à la radio, parce que vous fonctionnez bien là, de part et d'autre de la Manche. Et donc ça continue, c'est très bien. J'espère que ça va continuer. Voilà. Donc y a-t-il des questions avant de passer à la pause ? Bonjour. Arnaud Van Dendrich de la société EOD. Je voulais savoir ce que vous aviez utilisé comme fibre sur votre prototype, et puis si vous aviez fait aussi un peu un recensement des filières qui existaient, et vous disiez qu'il y avait beaucoup de lin, beaucoup de roseaux, de savoir si ça avait été appréhendé aussi, la question de la ressource. Alors sur le prototype qu'on construit en Normandie, on est parti uniquement sur le roseau broyé, et pour la partie isolante, terre allégée, et pour la partie bauge porteuse, on est parti sur la fibre de lin. Alors effectivement, c'est une question qui se pose. Les ressources, on sait qu'on les a. On a nous-mêmes un certain nombre sur le secteur marais du Cotentin, un certain nombre de roselières qui ne sont pas forcément faciles d'exploitation, avec des baisses des crédits d'État pour l'entretien. Donc besoin d'avoir une forme de rentabilité dans les opérations d'entretien par les gestionnaires d'espaces naturels. Donc cette problématique existe. La filière, elle existe entre guillemets dans la mesure où des associations d'insertion font ces travaux d'entretien, exportent actuellement le roseau hors des zones de marais, mais n'en font rien. Donc c'est laissé à composter la plupart du temps sur des plateformes. Donc on sait qu'on peut produire relativement facilement du roseau. La problématique est plutôt pour l'instant d'avoir l'outillage qui permette de produire ce roseau broyé à des coûts raisonnables et avec des temps de mise en œuvre raisonnables. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement résolu. On est en train de faire des essais avec des broyeurs à bois, etc. On sait également qu'il y a une très forte demande sur la baie de Seine, donc ce qui peut aussi favoriser une utilisation de la bauge également en ex-Haute-Normandie, où là, il y a également de très très grandes aires de roseaux qui sont de moins en moins exploitées par les coupeurs de roseaux pour la filière chaume, couverture, mais les gestionnaires ont besoin de couper ce roseau. Donc là, ils sont évidemment très fortement intéressés par ce qu'on a mis en place pour le moment. Donc là, la filière, elle n'existe pas là non plus encore, sauf qu'ils ont déjà, eux, les outils pour récolter, ce qui est déjà pas si mal, et relativement facilement. Mais voilà, il faut qu'on travaille aussi sur cette mise en place de filière. Pour ce qui concerne le lin, la difficulté pour nous est plus d'entrer en contact et de créer un réseau d'agriculteurs permettant en fait de leur faire savoir qu'on est intéressé par leurs déchets. Puisqu'en fait la filière linière, en tout cas en Normandie, elle est orientée sur le textile, donc n'arrive dans les coopératives linières que le lin propre à cette filière. Donc c'est-à-dire qu'il a subi un rouissage qui a fait des tests permettant de calculer sa teneur en fibre, et si la teneur en fibre est bonne, la coopérative récupère ce lin. Si le lin n'est pas de bonne qualité, en fait, il est laissé à pourrir sur le champ ou brûlé par les agriculteurs, éventuellement sert de paillage, mais il ne rentre pas dans la filière linière. Donc la difficulté pour nous est plus maintenant de constituer un réseau d'agriculteurs pour leur signaler que voilà, ce matériau-là a une valeur et il peut être utilisé. Et les premiers tests qu'on a fait également en termes
problématique de malaxage. Je ne suis pas rentré dans tous les détails de ce qu'on a réalisé dans ce projet, mais on a fait aussi une batterie de tests de malaxage, et il s'avère que le lin peut être malaxé très facilement avec une mini-pelle ou une pelleteuse, ce qui n'est pas le cas du chanvre. Le chanvre, on a bousillé deux mini-pelles à vouloir travailler de la paille longue de chanvre. Il faudrait que les filières de chanvre puissent nous couper une paille avec une taille vraiment régulière ou relativement régulière. Tout ce qui est au-delà de 30 cm, on est sûr qu'en malaxage ou malaxeur type malaxeur de centrale à béton ou malaxage traditionnel à la pelle mécanique, ça ne fonctionne pas, ça bourre et ça fait des amas extrêmement durs à casser. Voilà, au point où je vous dis, on a cramé deux pelleteuses. Voilà. Merci. Donc la filière est à construire, on la construit en parallèle aussi de ce travail-là. Voilà, bonjour, Pierre Béhout, architecte. Je voulais savoir si vous aviez étudié donc, les sujets vis-à-vis de la sécurité incendie. Donc, c'est vrai que nous, on est confronté à un bâtiment qui est en 4e catégorie, donc où la stabilité de la structure doit être une demi-heure. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille sur les mélanges terre-paille, si on a plus de 1,5% de proportion de fibres dans la terre, on est obligé de passer par un avis technique ou une étude particulière. Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez abordé ce problème-là, et ce qui fait que c'est une nouvelle contrainte pour l'utilisation des blocs mixtes terre embauche porteuse, où on serait obligé de limiter la teneur en fibres dans la construction. Alors pour l'instant, on ne l'a pas abordé dans les premières séries d'essais, de tests qu'on a réalisés. A priori, les écoles d'ingénieurs doivent plancher sur cette question-là. Donc peut-être pour éventuellement faire des tests au feu, en tout cas sur la bauge dosée à 2,5. Éventuellement voir aussi, on doit aussi travailler sur le comportement. Il y a d'autres questions qui se posent, notamment sur le fait de travailler à la fois bauge, enfin terre allégée et bauge mise en œuvre ensemble, et comment ça se comporte aussi en termes de tassement sur le long terme, dès qu'on met en charge, etc. Donc ces questions-là vont se poser. Donc ça, les écoles d'ingénieurs ont prévu de travailler à l'échéance des 4 ans sur ces questions-là. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Non. Une autre question ? Oui, bonjour, Nicolas Michelin, je suis architecte, et je suis là, ici. Oui, mais vous pouvez vous lever. Voilà. Je travaille un peu sur la terre coulée, donc je suis assez intéressé par les images qu'on a vues sur les coffrages perspirants. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et pourquoi vous l'avez abandonné? C'est une première partie. Et puis, deuxième partie, la question, c'est un petit peu la différence de terre que vous utilisez entre la partie structurée et la partie isolation. Comment on la gère? Est-ce que c'est deux terres qu'il faut prendre d'endroits? Pourquoi elle a des couleurs différentes? Pourquoi vous avez choisi deux terres différentes? Voilà. Alors là, nous, en l'occurrence, on a travaillé avec deux terres différentes, mais qui proviennent du même endroit. C'est juste quelques mètres de profondeur d'extraction différentes. Ce sont pour la partie normande, ce sont des terres de carrière qui sont des terres dont on dispose assez facilement et qui là aussi sont des produits des activités de carrière. Les Anglais vont travailler différemment avec d'autres terres locales. Donc le choix des terres s'est fait aussi par rapport à cette teneur en argile et cette capacité à coller les fibres. On a privilégié plutôt une terre faisant peu de retrait au séchage et qui ait une teneur en argile un petit peu moins forte pour la partie porteuse, et au contraire pour diminuer la quantité de terre mais en ayant un pouvoir de colle des fibres plus important, une terre extrêmement argileuse sur la partie terre allégée. Les Anglais vont travailler aussi sur la même chose. Alors effectivement, ça pose énormément de questions. Nous, sur ce prototype-là, on part sur les optimums qu'on a obtenus dans les résultats d'études pour prouver en fait que ça peut marcher. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire différemment avec d'autres terres. Donc ça, c'est aussi une autre partie du travail qu'on développera derrière, c'est-à-dire donner des outils qui permettent effectivement d'évaluer les performances par rapport au type de terre dont on disposera, et du coup faciliter aussi l'emploi de terres locales avec des propriétés qui seront différentes de ces optimums. Nous, notre objectif, c'était juste de dire, voilà, on sait qu'on peut le faire. Ça demande effectivement une qualité de terre particulière, notamment pour la partie isolante, mais c'est faisable. Donc après, suivant les disponibilités de terre, la philosophie qu'on y applique, on pourra effectivement soit adapter les épaisseurs, soit adapter les dosages, tout en sachant le niveau de performance qu'on pourra obtenir derrière.
Oui, il faut rappeler que c'est phase d'expérimentation. Complètement. Voilà, donc on n'est pas encore à voir comment on va le vulgariser. Encore 2 questions ? Ah oui, pardon, sur les coffrages. Donc on n'a pas du tout abandonné le coffrage perspirant, au contraire. Donc on a travaillé avec une entreprise et un fabricant pour adapter les coffrages béton classiques, alu, parce que là aussi on cherche à... Et les premiers essais de coffrage qu'on a réalisés étaient des coffrages faits bricolés, je dirais, dans le fond de l'atelier des artisans. Donc des coffrages extrêmement lourds à manier, donc très compliqués en termes de mise en œuvre chantier. Donc là, on a travaillé sur l'adaptation de coffrage alu, à réduire aussi les sections d'acier utilisées pour la partie grillage, pour obtenir là aussi un optimum qui nous permette d'avoir des coffrages qui restent relativement faciles à mettre en place et qui nous permettent aussi de gérer relativement bien les problématiques de mise en œuvre, c'est-à-dire ce coffrage grillagé laisse la bauge durcir derrière assez facilement. On a très peu de surface de contact, donc une facilité à enlever le coffrage même après plusieurs jours, voire plusieurs semaines où la bauge aura commencé à durcir. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble assez intéressant. Là, le chantier par lequel j'ai terminé est un chantier qui a été fait il y a une semaine, et les coffrages sont toujours en place, et on les enlèvera probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc ça permet d'adapter aussi le chantier en fonction des conditions climatiques qui sont très variables aussi chez nous. Merci. Encore une question. Alors, il y avait une question au milieu, là, d'abord en premier. Ah, ok, vas-y. Alain Marcom, ancien maçon de l'association Arezo à Toulouse. Bonjour François. Donc, tu parlais de la question économique, d'essayer de ne pas faire des choses qui coûtent trop cher. Le terre-paille seul, en 30 cm sur une ossature bois, c'est 6h30 au mètre carré. Donc ça, c'est le premier point. Où vous en êtes-vous sur le temps de travail? Et la deuxième chose, on a vu des photos avec pas mal d'engins. En fait, le problème, c'est que les chiffres que tu as donnés sur les questions de l'impact environnemental, c'est avec quasi pas d'engins. Donc, aussitôt qu'on introduit des engins, on gagne de l'argent, mais on perd de l'impact environnemental. Où c'est que vous en êtes ? Alors, je ne peux pas te répondre pour l'instant, puisque l'objectif aussi du bâtiment prototype qu'on réalise, ou des bâtiments prototypes qu'on réalise, ça va effectivement d'évaluer cet impact-là. Donc, on a Raphaël Ratier qui est dans la salle, est un tout jeune étudiant en thèse qui va travailler notamment sur le chronométrage, les temps d'utilisation des engins, les temps de mise en œuvre, etc., pour qu'on fasse aussi cette évaluation-là derrière. Et que ça nous permette effectivement de vérifier si on est performant ou non. On sait que la plupart du temps, sauf dans les cas particuliers, notamment développés par Ghislain ici, de chantiers participatifs où les mélanges sont faits au pied, la plupart du temps, les mélanges de bauge sont toujours faits avec un engin. Donc sur cet aspect-là, il n'y a pas véritablement de modification par rapport à la bauge traditionnelle. Et effectivement, la question se pose par rapport à la terre allégée qu'on utilise, qu'on met en place. Donc ça, on va mesurer sur ces chantiers expérimentaux tous ces aspects-là pour en évaluer l'impact. Donc je ne peux pas te donner de réponse pour l'instant, mais ça fait partie des choses qu'on étudie également, évidemment. Merci. Oui. Juste rapide, une petite remarque sur le feu. La filière paille a passé au feu ses murs au feu au CSTB et ils ont des résultats tout à fait concluants qu'avec de la paille. Donc je pense que terre fibre, on ne devrait pas être mal. Une fois que les essais seront faits, il n'y a pas de raison que ce soit pire que de la paille. Je suis assez optimiste, mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas de données pour le prouver véritablement. Et je rappelle que demain après-midi, on a une discussion feu. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, c'est dans le programme. Ok, merci beaucoup. Donc on arrive... Oui. J'avais une dernière question. Donc Justin Metz, artisan. Du coup, c'était au niveau du pourrissement des fibres parce qu'on parle. Moi, je m'intéresse aux champignons, du coup, pour le compte, et pas au feu. Merci. Alors, ce qu'on a remarqué pour l'instant, sans que ce soit forcément étudié de manière précise, et c'est pas dans les objectifs pour l'instant de cette étude-là. Ce qu'on a remarqué en démontant des murs tests qu'on a fait en laboratoire, notamment à Caen, c'est qu'effectivement on
n'a pas de traces flagrantes de pourrissement des fibres, que ce soit sur la partie bauge ou sur la partie terre allégée, au cœur du mur véritablement. On a observé des pourrissements en surface, mais qui étaient liés là aux conditions de réalisation de l'échantillon en laboratoire, pas très bien ventilés, il faut le dire. Donc avec un coffrage bois resté en place un peu trop longtemps. Donc là, on a eu des phénomènes de moisissure en extérieur, mais ce mur-là démonté, scié en différents endroits, on n'a pas constaté de pourrissement particulier au niveau du roseau ou de la paille de lin. Mais effectivement, il faudra éventuellement poursuivre ça. Alors ça à mettre en relation, on est finalement sur des murs qui font 70 cm d'épaisseur si on veut pouvoir construire un R+1. Donc des murs qui ont finalement une épaisseur assez équivalente aux murs en bauge traditionnels et dans lequel on n'a pas forcément constaté de problème particulier. Et on s'aperçoit que finalement, pour l'instant, les données qu'on a, le séchage se fait de manière assez homogène, assez régulière sur la partie bauge au cœur du mur. Donc voilà, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer en plus. Eh bien voilà, François, tu viens de prendre 40 minutes pour la bauge. Désolé. C'est une technique qui en a besoin, merci beaucoup. On va passer à la pause maintenant.